Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Vers la levée au Togo de l'immunité parlementaire d'Agbeyome Kodjo, l'un des candidats de l'opposition à la présidentielle de février, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Nouveau report des élections législatives et du référendum constitutionnel en Guinée. Le double scrutin devait se tenir le 15 mars. Les autorités n'avancent aucune nouvelle date quant à la tenue de ces élections. Une invitée également dans ce journal, nous recevrons la productrice, journaliste et présentatrice TV, mais également chef d'entreprise originaire de la Guinée, Diaka Kamara, qui nous parlera de ses engagements à travers sa fondation qui lutte notamment contre les mariages précoces. Son dernier reportage traite de cette problématique encore extrêmement taboue sur le continent africain. Au Togo, le bureau de l'Assemblée nationale a été saisi pour examiner une levée de l'immunité parlementaire du candidat de l'opposition au scrutin de février, Agbeyome Kodjo, qui continue de contester les résultats de l'élection présidentielle du 22 février. Il est accusé, entre autres, d'atteinte à la sûreté de l'État. Philomentine. Le député et candidat déchu de l'élection présidentielle au Togo, Agbeyome Kodjo, fait actuellement l'objet d'une demande de levée d'immunité parlementaire. Ainsi, le député se présente ce mercredi devant une commission parlementaire ad hoc. La présidente de l'Assemblée nationale a été saisie par le procureur de la République après le tribunal de première instance d'une demande de levée de l'immunité parlementaire du député Gabriel Minsan Agbeyome Kodjo. Suite à cette demande de l'autorité judiciaire, la présidente de l'Assemblée nationale a pris la décision portant création d'une commission spéciale chargée d'instruire la dite demande. Troubles aggravés à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, usage illégal des symboles et emblèmes du pays, telles sont les charges retenues par le procureur de la République à l'encontre d'Agbeyome Kodjo, leader du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD. La dynamique Outro qui porte le candidat appelle à la mobilisation autour du député. On a été surpris d'ailleurs par la réaction du procureur de la République. Bien évidemment qu'on ne va pas rester les bras croisés. Le candidat Agbeyome Kodjo a refusé de se présenter ce matin devant le Parlement et il attend la suite tranquillement chez lui. Actuellement, autour de sa maison, il y a une forte mobilisation, notamment des populations et des militants. Ce serait la résistance qui commence d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucune loi en République du Togo qui interdit à un citoyen de s'adresser aux forces de l'ordre. Le candidat Agbeyome Kodjo revendique sa victoire à la présidentielle controversée du 22 février 2020 au Togo, en dépit de la proclamation de la victoire de Faure Gnassingbé par la Cour constitutionnelle. En Algérie, Karim Tabou, arrêté en septembre pour ses activités liées au mouvement de contestation, a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Le fondateur de l'Union démocratique et sociale devait être libéré dans 2 semaines. Figure emblématique des détenus politiques, Karim Tabou était notamment poursuivi pour entreprise de démoralisation de l'armée et atteinte à l'unité du territoire national. Initialement prévu le 28 décembre 2019 et plusieurs fois reporté, les élections législatives, mais aussi le scrutin sur le référendum constitutionnel ne se tiendront pas le 15 mars, comme l'avait dernièrement annoncé le chef de l'État guinéen Alpha Condé, un report s'inédié qui intervient dans un contexte d'une forte contestation au sein de l'opposition et de critiques aussi émanant de la communauté internationale. Aïssatou Bari. Initialement prévu le 1er mars, puis reporté au 15 mars 2020, le double scrutin législatif et référendum a été à nouveau reporté à une date ultérieure. Le président Alpha Condé avait laissé à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, l'initiative de fixer une nouvelle date qui se fera après l'audit du fichier électoral par les experts de la CEDEAO. Un fichier électoral corrompu selon l'opposition. Mais ce n'est pas le report pour avoir quelques éléments d'audit et pour satisfaire une opinion internationale qui va permettre de régler le problème. Il faut une décision politique majeure qui amènerait le président de la République à renoncer à son changement constitutionnel
et à engager le pays dans un processus de dialogue constructif. Une nouvelle date pour la tenue de ces scrutins est désormais suspendue à la fin des travaux d'assainissement du fichier. L'Organisation internationale de la francophonie qui accompagne le processus électoral en Guinée a jugé problématique les quelques 2,5 millions de noms d'électeurs figurant sur les listes des doublons et des personnes décédées. Elle avait aussi remis en cause la régularité du référendum et des législatives et indiqué qu'il lui était difficile de continuer sa mission. Le RPG Arc-en-Ciel et l'opposition dite républicaine ont toujours privilégié des accords politiques. Les lois ont été mises de côté au profit de ces accords politiques. Et d'accord politique en accord politique, on est venu à cette confusion. C'est la responsabilité partagée entre les deux bords politiques du pays. Il faut souligner que malgré ces reports, l'opposition réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, continue d'exercer une pression. Hostile au projet de réforme constitutionnelle qu'elle considère comme liberticide, elle appelle au boycott des urnes et est de nouveau mobilisée dans les rues. La justice sud-africaine a tranché ce mardi en faveur du président Cyril Ramaphosa dans l'affaire portant sur le financement de sa campagne pour la direction de son parti, l'ANC. Alors, dans son verdict, la justice considère que le président n'a pas cherché à cacher au Parlement un don électoral. Kamesh Katapoulé. C'est une victoire pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce mardi 10 mars, le chef de l'État a été blanchi par la Haute Cour de Pretoria. Il répondait à des accusations de mensonges sur de potentiels dons électoraux lors de sa campagne en 2017 pour la présidence de son parti, l'ANC, l'African National Congress. Des allégations soutenues par la médiatrice de la République, Buziziwe Mqwebane, chargée de la lutte anticorruption. Les conclusions effectuées par la médiatrice, selon lesquelles le président n'aurait pas révélé des dons pour sa campagne, sont irrationnelles. Le président Cyril Ramaphosa était soupçonné d'avoir dissimulé un don de campagne d'une valeur de 500 000 rands, un versement effectué par Bosasa, une société spécialisée dans les services pénitentiaires. Sollicité par les députés, le chef de l'État avait affirmé que ce financement avait été versé à son fils, Andil, consultant pour Bosasa. Le président Cyril Ramaphosa a finalement assuré qu'il s'agissait bien d'un don électoral fait à son insu. Après une étude très poussée, j'en ai conclu que le rapport est fondamentalement et irrévocablement incorrect. Réputé proche de Jacob Zuma, Buziziwe Mqwebane a fait preuve d'un manque complet de connaissances de base du droit, estime la Haute Cour de Pretoria. La médiatrice de la République est actuellement menacée par une procédure parlementaire qui vise à mettre fin à son mandat, qui doit expirer en 2023. 12 millions de fillettes mariées chaque année dans le monde. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus touché par les mariages précoces. Le mariage précoce, un fléau dont on ne parle que très peu et pourtant il ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans certains pays, c'est une fille sur deux qui est mariée avant l'âge de 18 ans. Et pour parler de ce fléau, mais aussi des violences faites aux femmes, d'éducation également, nous recevons ce soir la productrice et journaliste guinéenne Diaka Camara, qui a notamment consacré un reportage dédié justement à la question des mariages précoces. Bonsoir Diaka et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Alors Diaka Camara, vous êtes journaliste et donc productrice, mais également chef d'entreprise. Vous êtes extrêmement engagée, on l'aura compris, sur les questions entourant la condition de la femme. Et vous traitez notamment des violences faites aux femmes, des violences que vous avez mis en lumière justement dans ce reportage. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir voir les images projetées dans le cadre de l'Afrique au féminin. Il s'agit donc de ce reportage portant sur un sujet extrêmement tabou. Est-ce que vous avez justement eu des difficultés particulières dans la réalisation de ce reportage, compte tenu du sujet abordé ? Oui, tout à fait. Comme vous savez, dans nos sociétés africaines en général, on ne parle pas des violences basées sur le genre, le mariage précoce, l'excision, le viol, le harcèlement sexuel. Et donc, pour moi, c'était important de faire ce reportage parce que je voulais justement donner une voix à ces victimes et vraiment mettre en avance ce qui se passe et
ce que cette pratique engendre comme conséquence chez la femme, exactement, chez la jeune fille. Et donc, c'était difficile dans le sens là où j'ai eu du mal à trouver des victimes qui avaient accepté de parler à visage découvert. Au début, j'en avais eu 2 et vers la fin, il n'y a eu qu'une seule, mais même elle, au fur et à mesure qu'on filmait, elle a demandé vraiment de garder l'anonymité, mais elle a quand même accepté de témoigner, ce que je pense est déjà un très grand pas, vu la société dans laquelle nous vivons. Et donc, je dis toujours qu'il n'y a pas de victimes, mais il y a toujours des voix. Et pour moi, c'est important de donner place à ces voix, de laisser ces voix, de laisser ces victimes parler afin que les gens qui sont dans ces situations aujourd'hui, actuellement, au moment même là où nous parlons, puissent se dire « Oh mon Dieu, elles ne sont pas seules ». Et que ces témoignages leur donnent le courage de témoigner ou de sortir des situations dans lesquelles ils se retrouvent, et aussi montrer aux gens qui perpétuent cette pratique et ce fléau vraiment les conséquences néfastes sur l'épanouissement de la jeune femme et voire même la vie de la jeune femme. Alors la vie de la femme mise en danger à cause de cette pratique. Il y a quelques jours, on a célébré donc le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. De nombreuses manifestations, on l'a vu, se sont tenues un petit peu partout dans le monde, notamment sur le continent africain, où des progrès s'opèrent, mais de façon extrêmement... voilà, c'est encore très très lent. Et vous mettez également en lumière la question de l'éducation des filles. Qu'est-ce que vous faites comme bilan? Quel bilan faites-vous au jour d'aujourd'hui? Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les sociétés, on est en train de changer. Les femmes sont en train de réclamer leur place. Je pense qu'ils ont compris que rien, on ne va jamais te donner quelque chose sur un plateau en or, et surtout lorsque tu es une femme. Donc, de jour en jour, on voit dans la société, surtout en Guinée, les femmes qui se battent, les femmes qui mettent en avant l'éducation, qui sont sur le terrain, qui sont sur tous les fronts pour vraiment avoir la place qu'elles méritent dans la société. Et c'était là aussi l'importance pour moi. En tant que chef d'entreprise, je suis chef de l'agence CBC Worldwide Communication and Production, qui est une agence de communication et de production audiovisuelle made in Guinea, parce qu'il était important pour moi de créer du contenu audiovisuel qui peut contribuer à changer les mœurs, à changer les mentalités et à promouvoir la Guinée ou l'Afrique, et surtout promouvoir les femmes, faire la promotion de l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat féminin à travers l'audiovisuel. Et donc aujourd'hui, on voit que beaucoup s'investit dans l'éducation, et surtout l'éducation de la jeune fille, parce que nous représentons quand même plus de la moitié de la population. Et donc, lorsqu'une petite fille ne va pas à l'école, c'est vraiment une personne en moins qui peut contribuer au développement de la société qu'on empêche d'étudier. Comment expliquer que l'éducation des filles en tout cas, occupe si peu de place dans le débat politique? Parce qu'effectivement, alors l'éducation avance partout sur le continent, mais en revanche, en ce qui concerne la femme... Parce qu'au fait, je pense ça, c'est dû à la société, aux mœurs, aux cultures et aux traditions. Et lorsqu'on voit des pratiques comme le mariage précoce, l'excision, qui perdure encore dans nos sociétés, mais c'est un moyen de contrôler la femme, d'avoir toujours cette femme soumise, entre guillemets. Et je pense, et c'est pour ça que je dis, il faut changer les mentalités. Aujourd'hui, je me dis qu'ils connaissent la valeur de la femme, parce que même si la femme ne va pas à l'école, c'est la femme derrière qui s'occupe de la maison, qui s'occupe du foyer, qui cherche aussi, qui contribue aux finances de la famille, que ce soit dans le commerce ou à travers. Donc, je pense que c'est une question de culture, c'est une question de tradition, de mœurs, et c'est vraiment des tabous et des pratiques avec lesquelles nous devons rompre. Et je pense que ça se fait petit à petit avec toutes ces femmes
qui se battent à travers le continent et qui montrent que vraiment la femme a sa place dans cette société qui est souvent patriarque. Donc, Et est-ce que vous constatez un désengagement des États alors vous venez de la Guinée. Est-ce que vous estimez que le gouvernement guinéen est suffisamment engagé sur ces questions, que ce soit l'éducation ou bien les violences faites aux femmes? Je dirais oui, qu'il y a des efforts fournis dans ce sens parce que, par exemple, le mariage précoce et l'excision sont interdits par la loi. La loi l'interdit, mais les gens le font en catimini, ils se cachent. Ce qui veut dire qu'il y a des insuffisances pour surveiller, en tout cas, l'application de ces lois. Et quand je dis encore, le social pèse beaucoup. Par exemple, lorsque un père de famille interdit de faire exciser sa fille et que c'est sa mère ou sa tante ou sa grand-mère qui va faire exciser sa fille, est-ce que tu portes plainte contre ta maman ? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Toute une problématique. Toute une problématique, et c'est vraiment au niveau de la société, c'est vraiment au niveau culturel. Et là, de plus en plus, par exemple, en Guinée, on est en train d'assister à avoir des femmes, des jeunes femmes à des postes de position, des choses qu'on ne voyait pas auparavant, des femmes qui n'ont même pas la quarantaine, qui sont aujourd'hui chefs de cabinet, des directrices à vraiment des postes assez importants. Donc je peux dire que petit à petit, on est en train d'avancer dans ce sens. Alors, Diaka Camara, vous avez aussi une fondation qui intervient, bien entendu, on aura l'occasion d'en parler dans le cadre d'un prochain entretien avec vous, une fondation à votre nom qui intervient sur ces différentes problématiques, l'éducation ou encore les violences faites aux femmes. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir, Diaka Camara. Je rappelle que vous êtes journaliste, productrice, animatrice de télévision en Guinée, mais aussi chef d'entreprise. Absolument. Merci à vous. Merci. Alors, un premier cas de coronavirus a été diagnostiqué en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa. Ce cas a été annoncé ce mardi par le ministère de la Santé. Il s'agirait d'un homme d'une cinquantaine d'années arrivé sur le territoire le 8 mars en provenance de France, l'un des pays les plus touchés par le coronavirus. C'est un sujet de la rédaction. Un premier cas de coronavirus détecté en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa. Les autorités ont indiqué mardi 10 mars qu'il s'agit d'un citoyen congolais résidant en France. Il serait revenu dans le pays le 8 mars. Après des analyses médicales, il s'est révélé positif au Covid-19. J'ai très peur. Et j'aimerais que le gouvernement et l'équipe de riposte contre Ebola, qui se sont battus contre le virus Ebola, s'arment et combattent ce coronavirus, car ici à Kinshasa, par exemple, on peut l'attraper facilement dans les transports publics, parce que nous sommes habitués à nous serrer les uns contre les autres dans des taxibus. Cette annonce intervient alors que le gouvernement a annoncé une série de mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus, mais aussi au moment où le pays se félicitait de n'enregistrer aucun cas d'une autre épidémie, celle d'Ebola, qui sévissait dans le pays depuis août 2018. Nous n'avons pas les moyens. Nous avons d'autres épidémies. Nous avons déjà fait face à Ebola, puis nous avons vaincu Ebola, et dès que c'est fini, le coronavirus entre en scène. Ce n'est donc pas bon. Le patient est soigné dans un centre à l'est de la capitale. Ce cas déclaré en République démocratique du Congo porte à 11 le nombre de pays africains touchés par le Covid-19. Le virus de coronavirus qui continue de s'étendre. Un premier cas a été confirmé ce mercredi en Côte d'Ivoire. Il s'agirait d'un ressortissant ivoirien de 45 ans qui aurait séjourné en Italie. Et sachez également que l'épidémie de coronavirus est désormais classée comme étant une pandémie. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé. Ce journal a été réalisé par la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.